Bien, merci de nous accueillir aujourd'hui pour vous parler de notre expérience durant le printemps le plus long, le titre de ce livre que vous avez peut-être vu d'Alec Castonguay qui raconte en détail, comme s'il était présent, l'expérience qu'on a vécue dans la cellule de crise durant le printemps 2020. Je suis conseiller politique depuis une éternité. J'ai travaillé pour Lucien Bouchard lorsqu'il était premier ministre. Ensuite, Bernard Landry. Puis après, j'ai suivi François Legault dans son long parcours à travers lequel la CAQ, la Coalition Avenir Québec, a été fondée. Les années d'opposition, puis finalement la victoire en 2018. Et j'ai eu alors la fonction de directeur de la planification stratégique durant le premier mandat du gouvernement Legault. J'ai pris ma retraite de la politique il y a quelques mois pour aller travailler dans le privé chez TAC, Intelligence Conseil. Je suis aussi chroniqueur pour la revue L'Actualité. Bonjour tout le monde. Bien, merci de nous accueillir. Je vais répéter ce que Pascal a dit. Bon, écoutez, moi, je suis très heureux. J'ai été enseignant pendant plusieurs années, donc j'adore me retrouver dans une salle de classe, mais à la condition de ne pas avoir à faire de correction. Donc, pour moi, c'est du pain béni, l'activité d'aujourd'hui. J'ai un parcours un petit peu atypique en politique, contrairement à Pascal, là, qui a fait tout le chemin imposé là, des cabinets dans l'opposition jusqu'au pouvoir. Moi, j'ai enseigné la philosophie pendant 15 ans et à partir de 2014, je me suis occupé de la commission politique de la Coalition Avenir Québec, donc j'avais la charge de préparer tous les contenus pour les congrès. Et quand François Legault a pris le pouvoir en 2018, j'ai été invité à joindre le cabinet du premier ministre et j'ai occupé le poste de directeur des relations internationales et canadiennes pendant les 4 années du premier mandat. Et j'ai cessé mes activités à la fin du premier mandat. Je suis maintenant directeur des relations gouvernementales à l'École nationale d'administration publique, donc dans le réseau UQ. On est en famille aujourd'hui. Donc, commençons avec tout d'abord une mise en contexte, un avertissement et une invitation. La mise en contexte est suivante. Je voudrais prendre quelques instants pour cadrer chronologiquement l'exposé d'aujourd'hui. Notre exposé va se concentrer sur la gestion de la communication, mais dans la première vague de la crise. Donc, on ne va pas parler de la deuxième, troisième, et on s'est rendu jusqu'à la 6e et la 7e. Pour une raison très simple, je pense que le cas de la première vague est plus intéressant que les autres vagues parce qu'au fur et à mesure que le COVID évolué, bien, c'est devenu ou ça a été intégré à la gestion normale des activités du gouvernement. Donc, découpage chronologique, on se contente de la première vague. On pourrait débattre, là, c'est quoi le calendrier de la première vague. Disons que c'est fin février 2020 jusqu'à, moi, je dirais, à la mi-juillet 2020, quand le masque a été imposé de manière obligatoire. Un petit avertissement. La dernière chose qu'on voudrait, c'est que l'exposé soit perçu comme une infopub sur les décisions du gouvernement pendant la première vague. Donc, on est bien conscient qu'il y a eu beaucoup de difficultés, que cette gestion de la première vague n'est pas exempte de critiques et qu'avec le temps, de nombreuses critiques vont s'ajouter à celles qui ont déjà été faites dans les dernières années. Mais en même temps, ce qu'on voudrait faire, c'est partager l'expérience qu'on a eue au sein de cette cellule de crise. Et évidemment, on était membre de la cellule de crise, on est solidaire des décisions qui ont été prises. Et pour reprendre la phrase de Graham Allison, le politologue américain, « What you think depends of where you sit ». Donc, traduction littérale mauvaise, ce que tu penses dépend d'où tu es assis. Donc, évidemment, notre exposé va être teinté de la place qu'on occupait pendant la crise. Et dernière chose, une invitation. Évidemment, il y a une période de questions qui est prévue, mais on est très à l'aise à ce que vous posiez vos questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous interrompre. Il faut que ça reste un exposé qui soit vivant puis qui vous intéresse. Donc, si vous avez une question à brûle pour point, n'hésitez pas à lever la main puis on va y répondre avec plaisir. Dans la cellule, ma fonction, moi, c'était d'être le lien avec les cabinets, avec le cabinet de la mairesse Valérie Plante, parce que c'est à Montréal que l'épicentre était situé au début, et surtout m'occuper du volet communication avec quelques collègues.
Quelques mots sur la communication gouvernementale, parce que j'imagine que plusieurs d'entre vous œuvrez probablement dans le privé ou pour des organisations non gouvernementales. Il y a quelques caractéristiques qui distinguent la communication gouvernementale de la communication à d'autres chapitres. Puis la première, c'est la transparence. Les gouvernements sont sous l'œil impitoyable des médias. Alors, ça s'impose, la transparence, par la force des choses. Maintenant que je suis dans le privé, je peux recommander à mon client de rester couché, rester en petite boule en dessous de son bureau pendant que ça passe, la tempête, mais au gouvernement, on ne peut pas, on doit l'affronter. Alors, la transparence est un élément. Puis, une deuxième caractéristique, c'est qu'un gouvernement doit s'adresser à tous les citoyens. On n'est pas dans la segmentation de marché. On parle à tout le monde. Puis, on utilise tous les moyens de communication possible pour rejoindre l'ensemble des citoyens. Et l'exemple qui illustre bien cet aspect-là, vous vous souvenez, au début de la pandémie, une situation qui a été rapportée à Boisbriand, la communauté juive, les Toches, qui est une communauté orthodoxe de 4000 personnes, des gens qui, en général, ne parlent ni français ni anglais, le yiddish, qui n'écoutent pas la télé, n'écoutent pas la radio, n'ont pas accès n'ont pas le droit, je pense même, d'aller sur les réseaux sociaux. Alors, c'est des gens qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait là, au Québec. Là. Ils n'écoutaient pas District 13 heures là, pour être au fait de la... Alors, il y a eu une éclosion parce qu'il y avait des liens avec la communauté new-yorkaise. La santé publique a ordonné un confinement de la communauté pendant 2 semaines. Les gens devaient rester enfermés dans la maison. Ils ne savaient pas pourquoi. Imaginez l'anxiété. On nous rapportait que les gens pensaient que c'était une nouvelle guerre mondiale, là, puis évidemment, tous les souvenirs qui... Alors, c'était très compliqué. Ça nous a demandé beaucoup de temps. Dr Massé, l'alter ego de Dr Arruda, travaillait là-dessus avec moi, puis d'autres. On a eu à aller porte à porte faire de la communication avec un interprète. Il y a un camion qui a livré des denrées alimentaires. C'était tout un déploiement là, complètement inhabituel pour des gens comme nous qui travaillons à l'Assemblée nationale avec la faune médiatique au quotidien. Alors, petit exemple de communication propre à l'aspect lié au gouvernement. Il faut se remettre dans le contexte. On a oublié aujourd'hui, avec le retour à la vie normale, que en début d'année 2020, on ne savait rien là, de ce qui allait arriver. Puis les cas étaient recensés en Chine, ensuite en Europe. Puis là, à un moment donné, c'est arrivé au Québec le 27 février, puis on a compris que on allait être frappé par cette situation complètement inusitée. Moi, ma seule référence là, par rapport à une pandémie, c'était le film Contagion, que vous avez sans doute vu. Il y a eu une augmentation de diffusion sur Netflix de ce film. Dans Contagion, la transmission se faisait par contact. Les morts étaient par milliers. La société s'est mise à se désagréger. Les gens prenaient d'assaut les magasins, cassaient les vitrines. Là, on se disait, c'est ça, là. On a géré une affaire là, qui va ressembler à ça, peut-être. Là. Alors, beaucoup de questionnements. Et c'est là que Benjamin et moi et 2-3 autres collègues, on a été convoqués pour se faire dire qu'on allait devoir mettre notre vie en suspens pour être confinés, parce que le groupe, la cellule était confinée entre nous pour pas que la contagion rentre, là. Confinés pendant une période indéterminée pour participer à la gestion de cette crise. Puis, on parle de cellule de crise. Ça reste abstrait. C'est quoi une cellule de crise?
Physiquement, concrètement, une cellule de crise, c'est un groupe de personnes dans un local. Et en plus de surcroît, là, on était vraiment enfermés les uns avec les autres. Quelques images de c'était quoi la cellule de crise. Ici, vous avez la première réunion de la cellule de crise. C'était la première fois que le premier ministre rencontrait le directeur de la santé publique. Là, on est dans les bureaux de Montréal. On est 2 jours après le premier cas. Puis, juste vous dire à quel point on n'était pas rendu très loin dans la crise. La discussion après la présentation, après quelques recommandations sur la préparation, puis le rôle qu'allait jouer la santé publique, la discussion a porté sur le serrage de main. Donc, est-ce qu'on devait dire aux gens de faire attention à serrer les mains ou pas? Donc, on était vraiment, vraiment là, très, très, très loin de ce qu'on a vécu dans les semaines suivantes. Mais c'était la réalité. C'était une question qu'on se posait concrètement parce que dire aux gens de ne plus se serrer la main, c'est un geste social fort, un geste social important. Ça a des répercussions. Puis, on craignait que ça génère de l'anxiété. Puis, on craignait aussi que ça génère des effets de panique avant qu'il y ait même des cas, puis on ne savait pas comment les cas allaient se développer au Québec. Cette cellule-là, elle a évolué avec le temps. Donc ici, vous avez la première semaine, là, quand on a commencé à fermer l'économie du Québec. On s'est déplacé à Québec. Donc, on était, même les gens de Montréal, contraints là, de rester à Québec pendant plusieurs mois. Et la cellule a commencé à s'élargir un petit peu. Puis, je voulais vous noter quand même quelque chose d'important, c'est l'interface politico-administrative. Vous connaissez bien entendu le premier ministre puis le docteur Arruga sur la photo. Les autres personnes sont un mélange de gens du politique et de hauts fonctionnaires. Pour gérer une crise, quand on est au gouvernement, c'est impossible de travailler en silo, surtout pour une crise qui est aussi complexe que celle-là. Avec l'évolution de l'épidémie, la cellule s'est métamorphosée. Donc, vous voyez, là, la règle du 2 mètres, on peut mal évaluer la distance, mais il y a un banc de vide entre chacune des personnes. Et la photo prend juste la moitié de la salle. La salle s'est agrandie et on avait introduit des nouvelles personnes. Donc, il n'y avait plus juste les gens de la santé puis de la santé publique, mais il y avait les gens de la sécurité publique qui étaient aussi avec nous, puis de quelques autres ministères qui étaient directement touchés par la crise et avec lesquels il fallait se coordonner. Donc, une fois cette crise-là apparue, la cellule créée et fonctionnelle, quels étaient les défis que nous avons rencontrés au début de la crise? Le premier défi, c'est qu'on ne connaissait pas la durée de la crise. Puis là, vous me direz, c'est évident, on ne connaît jamais la durée d'une crise. C'est pas tout à fait juste. En politique, la plupart des crises durent 24 à 48 heures, soit 1 ou 2 cycles médiatiques. Puis c'est des crises qui touchent des problèmes politiques. Le ministre a fait une déclaration. Il y a eu un enjeu là, de financement, là, des comptes détournés, des choses comme ça qui sont relativement circonscrites dans le temps. Le deuxième type de crise, c'est des tragédies qui sont brutales. On pense à la tragédie du lac Mégantic, mais dont l'événement est aussi circonscrit dans le temps. Une fois que le train a explosé, qu'il y a eu le feu, que le feu a été maîtrisé, que les soins ont été apportés aux gens, la crise se termine en moins d'1 semaine. Mais là, avec une pandémie, on était face à une crise dont la durée était indéterminée. Puis peut-être, la comparaison, ça pourrait être avec une guerre. Bon, la guerre en Ukraine, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle va se terminer. Donc, on est devant une crise qui va durer une période de temps indéterminée. Deuxième défi, bien, on ne connaissait pas du tout le virus. Puis, juste pour vous dire, dans la première semaine, notre crainte, là, ça suscitait la terreur chez nous, c'est que des enfants meurent. Alors, on était préoccupés par ça, là, par les enfants, là, puis on ne voulait pas être les gens qui doivent gérer la mort massive d'enfants. Vous comprenez qu'à l'époque, on connaissait très, très mal le virus. Rapidement, on s'est rendu compte que le virus touchait plutôt les personnes âgées, puis les gens qui avaient des conditions médicales lourdes, ou qui avaient des problèmes de santé lourds. Mais on ne connaissait pas ce virus-là. Troisième défi, il n'y avait pas de solution médicale. Comment gérer une crise médicale, sanitaire, alors qu'il n'existe aucune solution? La seule solution qui existait au début, c'était celle de l'isolement. Puis, vous vous rappelez, le gouvernement a joué avec plusieurs variantes de cet isolement-là. Ça a commencé avec une table sur 2 au restaurant, la fermeture des restaurants, et finalement, ça s'est terminé, ça a été jusqu'au lockout. Puis, je ne me souviens plus comment on dit ça, quand on ferme en soirée, on interdit aux gens de circuler. Au couvre-feu. Donc, ça a été le plus loin là, que le gouvernement a été. Il n'y avait pas de structure pour gérer la crise. Puis, c'est important de le savoir, la santé publique n'est pas une organisation qui gère des crises.
C'est une organisation qui fait des recommandations sur la base de la science. Elle n'est pas équipée pour gérer une crise et le gouvernement du Québec n'avait jamais été structuré pour gérer une pandémie de cette nature-là. Il existait des plans, notamment à la suite du H1N1, mais aucun de ces plans ne pouvait prévoir les scénarios à lesquels on a dû gérer pendant la pandémie. Autre enjeu, l'anxiété de la population. Pascal en a un peu parlé. J'ai parlé aussi de nous, notre propre anxiété face à la mort d'enfants. Moi, je me souviens que quand on a commencé à discuter de devoir fermer des pans de la société, ma crainte, c'est qu'il y ait des émeutes dans les supermarchés. Et la psychologie humaine est bizarrement faite. Il n'y a pas eu d'émeute, sauf pour le papier de toilette. Mais il semble que la nourriture n'était pas une préoccupation pour les gens. Mais moi, j'avais vu le film Contagion. Puis j'avais vraiment, vraiment peur qu'il y ait des émeutes. Puis on était en contact aussi avec tous les détaillants pour s'assurer là, que la nourriture, les chaînes d'approvisionnement restent fonctionnelles. C'est anecdotique, vous me direz, mais c'est important pour les gens qui ont vécu la crise. On s'en rappelle pas, mais on sortait à la fin février d'une grande crise au Québec qui avait demandé toute l'énergie puis le temps de la haute fonction publique. C'était le blocus ferroviaire. Et moi, je me rappelle, j'avais parlé à la secrétaire adjointe, je voulais créer en mi-février un comité de coordination, commencer là, à travailler sur cette cellule de crise-là. Puis elle m'avait dit, oui, mais on est épuisé, on n'arrive pas à gérer notre temps avec le blocus ferroviaire, il faut attendre quelques jours. Puis ça, c'est la réalité d'un gouvernement, surtout quand tu es au cabinet du premier ministre ou à l'exécutif. Une crise suit une autre crise, suit une autre crise. Évidemment, le blocus n'a pas eu le même impact puis le même destin ou la même ampleur que la crise du COVID, mais c'est des êtres humains qui doivent gérer ces événements-là. Et ces êtres humains-là ne peuvent pas se démultiplier, puis ont des besoins physiques et corporels. À un moment donné, ils sont juste fatigués. Puis c'est important pour comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé dans les mois suivants. Ce n'est pas des robots qui ont géré, ce n'est pas ChatGPT qui a géré la crise, c'est vraiment des êtres humains. Donc, dernière chose avant de redonner la parole à Pascal. Dès le début de la formation de la cellule de crise, on s'est donné 3 règles. Et on les a suivies jusqu'à la fin, ces 3 règles-là. La première, chaque journée est une journée zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas s'attacher aux décisions de la veille. Il ne faut pas prendre pour acquis l'information qu'on a eue la veille. À chaque journée, il faut remettre son ouvrage sur le métier et il ne faut pas avoir d'attachement psychologique envers la journée précédente. Surtout dans une crise dont on ne connaît rien sur la nature du virus, sur son déroulement. Donc, chaque journée est une journée zéro. Il faut être prêt à remettre en question, même si c'est dur parfois, les décisions qu'on a prises la veille. Deuxième règle, dire la vérité. Ça semble simple, mais ça a été, d'après nous, puis on en reparlera, une des clés du succès de la gestion dans la première vague. On a donné, dès le début, on s'est donné la règle de donner toute l'information à la population. Même parfois de l'information qui aurait pu ou qui a pu causer de l'anxiété ou de la panique ou de la colère chez les gens. À chaque fois qu'on avait l'information, on l'a donnée. On a découvert quelque chose nous-mêmes. Il y a des informations de base qui n'existaient pas au gouvernement du Québec. Donc, on n'a pas pu partager sur le coup qu'il a fallu créer un mécanisme là, de gestion des données, d'archivage et de communication de ces données-là. Puis, à la fin, cette logique-là a donné ces fameux tableaux de bord. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, vous aviez à tous les jours là, le nombre de cas, le nombre de personnes vaccinées, les catégories d'âge, combien il restait de masques. Puis là, vous pouviez même avoir les chiffres par région. Donc, on est parti avec cette idée-là qu'il fallait dire la vérité aux gens. Et dernière règle qu'on s'est donnée, agir fort, agir tôt. Notre chef de cabinet avait entendu le directeur de la santé publique en Grande-Bretagne et nous avait partagé cette citation-là qui traduit bien cette règle d'agir fort et d'agir tôt. Vaut mieux te tromper, mais d'agir le plus rapidement possible, puis après, de vivre avec les conséquences, elles seront toujours moins grandes dans le cas d'une pandémie que gérer des morts. Donc, rapidement, la décision a été prise de fermer l'économie du Québec et d'assumer les conséquences, quitte à avoir de l'air fou. Parce qu'on nous ramenait souvent le cas du H1N1, qui était une pandémie en devenir, qui ne l'a pas été. Puis beaucoup avaient peur là, qu'on ait de l'air un peu fou à la fin d'avoir fait autant de mesures. Mais notre chef de cabinet nous avait donné la directive, il faut agir tôt, agir fort
et on regrettera les décisions après, mais ça vaut mieux que gérer 10 000 morts de plus qu'est-ce qu'il y aurait eu. N'allez pas répéter ça à personne, là, mais honnêtement, quand tout ça a commencé, on s'attendait à voir arriver une équipe de Top Gun, un peu comme dans le film Men in Black, là, ou dans la Matrix, avec des lunettes fumées, une oreillette, puis avec cravate, puis des soudes noirs. Finalement, c'est Dr. Arruda qui est arrivé, un personnage original. Puis une des premières choses qu'il nous a dit, c'est on va avoir à annoncer des décisions. On va devoir annoncer les décisions, puis ensuite, on peaufinera les opérations puis l'application des décisions. Là, pour nous, ça remettait complètement en question nos règles habituelles de fonctionnement de la communication gouvernementale. Quand on annonce une décision, tout est attaché finement, surtout la mécanique de son application. Là, on ne la garoche pas comme ça, là, puis après ça, on commence à réfléchir comment ça va fonctionner. Alors, puis en plus, ça allait être essentiellement des restrictions aux libertés des gens. Alors là, on s'est regardé et on s'est dit, bon, la CAQ, ça aurait été une belle aventure. On va aller mettre notre CV à jour parce que tôt ou tard, on va se mettre tout le monde à dos. C'est annoncer chaque jour aux gens qu'on brime leur liberté. À la fin, on va être cuit. Donc, voici les règles qui devaient être mises en œuvre. Et une des plus importantes, c'est la centralisation de l'information. C'est un des premiers gestes qui a été posé, là, de brancher le portail du gouvernement du Québec direct sur la cellule. Et là, moi, j'avais l'ordinateur, puis j'écrivais les consignes en temps réel au moment des décisions. Ça sortait, puis c'était ça, là. Puis il y avait un seul canal de communication pour connaître les consignes, alors que d'habitude, il y a 38 niveaux de validation, etc. Alors, donc, il fallait informer très rapidement. On a sorti au début de ça le playbook qui existait, qui était rangé depuis 1998. Puis on l'a ouvert, c'était la pandémie, la crise du verglas. Puis là, on s'est dit, c'est assez évident là, qu'il faut faire une conférence de presse à chaque jour, mettre le premier ministre à l'avant-scène, puis une figure comme André Caillé à l'époque, d'autorité, de connaissance. Alors, c'était Dr. Arruda avec François Legault qui ont pris les devants de la scène pour une série de conférences de presse. Est-ce que quelqu'un se souvient à peu près combien il y a eu de conférences de presse pendant le verglas? Est-ce que quelqu'un était né pendant la crise du verglas? Il y en a peut-être qui n'étaient pas nés, là, mais ceux qui étaient... on a le souvenir que c'était omniprésent. Hein? Il y en a eu 8. Bon. Et combien il y a eu de conférences de presse pendant l'année 2020 de la pandémie? Il y en a eu 160. Alors, dont un record qui sera sans doute inégalé, là, comme celui de Doug Jarvis pour le nombre de matchs consécutifs. 30 conférences de presse consécutives du début de la crise jusqu'à la situation qu'il y a eu à Aaron. Puis après ça, il y a eu les conférences de presse des ministres, etc. Bref, une continuité effrénée de conférences de presse très, très complexes à organiser. Et là, c'est à travers ça qu'est né District 13 heures. District 13 heures, vous comprenez l'analogie avec l'émission District 31. Bon, puis la citation au début, c'est Hugo Dumas de la presse qui a inventé c'est resté, District 13 heures. Alors là, on rentre dans le making-of de District 13 heures. Comment on a élaboré ou comment on gérait
le show le plus écouté en ville. Ça a commencé le pilote. Là, le premier épisode, ça s'appelle un pilote. Le pilote était complètement raté. Là. La première conférence, ici, un setup absolument affreux avec les prises de courant là, derrière cette pauvre ministre de la Santé. Alors, très vite, on a réajusté le tir pour offrir un cadre plus formel. On a découvert une salle à l'Assemblée nationale qui ne servait plus depuis très longtemps, la salle Evelyne Dumas, un peu vintage. Puis là, on a décidé de tenir les événements systématiquement à cet endroit-là. On remarque au fil du temps de plus en plus de distance entre les... ici, on est épaule contre épaule. Puis quelques jours plus tard, on a compris que la distanciation est un facteur important. Puis quelques mois plus tard, s'est ajouté les plexiglas et une distanciation encore plus grande. Là, on était rendu à 2 mètres. Ça, c'est une vue de l'intérieur de la salle Evelyne Dumas. Vous voyez, il n'y a pas tant de journalistes que ça. Ils étaient peu nombreux. C'était assez particulier d'être sur la colline parlementaire, complètement désert. Là. On rentrait travailler le matin. Les rues étaient désertes. Là. Puis il y avait seulement quelques journalistes là, qui étaient présents. Alors... Bien, si vous souhaitez un jour travailler en politique, je vous invite à prendre beaucoup de temps à regarder cette diapo-là. Pour la raison suivante, tantôt je parlais de c'est quoi le lieu physique, à quoi ça ressemble une cellule de crise. Bien ça, c'est à quoi ça ressemble la journée de quelqu'un qui était dans la cellule de crise puis qui travaillait sur District 13 heures. Donc, la journée commençait à 6 heures du matin avec la lecture de la revue de presse. Et beaucoup d'entre nous, on a souffert d'insomnie pendant la crise. Et moi, je me réveillais à 2-3 heures du matin et je lisais les journaux étrangers dans l'espoir bête, là, vous me direz aujourd'hui, là, mais à l'époque, je m'accrochais à ça, qu'il y ait un pays, quelque part, qui a trouvé la solution. Puis que là, je puisse arriver le matin et dire c'est miraculeux, c'est terminé, c'est derrière nous. L'Australie a trouvé le médicament miracle ou la technique miracle pour contenir le virus. Ce n'est jamais arrivé, mais beaucoup d'entre nous ont passé la nuit à regarder la presse internationale. Mais normalement, la journée commençait à 6 heures avec lecture. Première rencontre, le stand-up meeting du comité de direction du gouvernement. Donc, on faisait le point pendant, je vous dirais, une quarantaine de minutes. Et ensuite, on se préparait pour la première rencontre de la cellule de crise qui commençait à 9h30 jusqu'à 10h30. C'était une rencontre sans le premier ministre. Donc, c'est là qu'on faisait les recommandations finales et à 10h30, le premier ministre se joignait à nous et on lui faisait nos recommandations, puis les acceptait ou les refusait ou les critiquait ou il demandait des modifications. Alors ici, on ne savait pas encore ce qui allait être annoncé là devant tout le Québec. Simultanément, le rédacteur du premier ministre prenait des notes très rapidement et faisait le discours pendant ces 2 réunions-là et parfois devait le terminer jusqu'à la toute fin. Une fois sa version 1 du discours, le premier ministre quittait, allait travailler son discours jusqu'à la conférence de presse, pendant que les gens des communications, comme Pascal, allaient finaliser la conférence de presse. Et les gens comme moi qui s'occupaient de contenu, on faisait des suivis avec nos partenaires. Moi, je devais me synchroniser avec le cabinet Trudeau et beaucoup avec l'Ontario puis la Colombie-Britannique. Donc, je pouvais passer des heures et des heures au téléphone à leur parler, à leur demander qu'est-ce qui s'en venait de leur côté, qu'est-ce qui nous s'en venait de notre côté. Et on essayait de se coordonner. Et évidemment, avec le fédéral, il y a tout le temps des enjeux aussi de demandes financières ou de demandes d'aide. C'est moi, par exemple, qui, dans ces plages de temps-là, dû gérer la demande du recours à l'armée. Puis ça n'a pas été un dossier facile, là. Vous en avez vu qu'une petite partie dans les médias, mais c'était un dossier complexe. Donc, on passait notre journée à ça. La conférence de presse arrivait. On écoutait les questions des journalistes parce qu'il fallait réagir à plusieurs de ces questions-là. Ensuite, une longue période de suivi individuel les tâches variaient là, selon nos postes. Et 17h ou 16h30, une nouvelle réunion de planification des communications. 18h, c'était la deuxième rencontre de la journée de la cellule de crise. Donc, on faisait le point de la journée, on préparait la journée du lendemain. Et ensuite, s'en suivait de 20h à 22h des suivis personnels, là, soit avec nos partenaires, avec les cabinets. Il y a une dimension avec laquelle on n'était vraiment pas familier. C'était la dimension psychosociale.
il y avait un équilibre à trouver dans tout ça, dans les messages. À partir du moment où on s'est rendu compte que tout le monde écoutait la conférence de presse, c'est devenu le canal de communication. Puis une gestion de crise, c'est beaucoup de la communication pour gérer l'anxiété collective. Alors, on a fait appel à Sonia Lupien, que vous connaissez peut-être, chercheur spécialisée dans le domaine du stress, qui nous a beaucoup aidés. Grosso modo, ce qu'on a compris d'elle, c'est qu'on devait aider les gens à négocier le stress et l'anxiété que la pandémie générait. Et la meilleure façon, c'était de donner des réponses claires aux gens pour leur procurer un sentiment de contrôle, puis qu'il fallait équilibrer un interdit, quelque chose de permis. Parce que s'il y avait juste des interdits, là, on générait beaucoup d'anxiété et moins de contrôle sur soi. Un sentiment de manque de contrôle crée de l'anxiété. L'anxiété crée des dépressions, des problèmes de santé mentale, de la radicalisation. Tout ça a une dimension super importante dans la crise. Puis ça a été géré du mieux qu'on a pu. Là, quand ça a parti District 13h, au début, on garochait un peu l'information comme ça, pêle-mêle, puis les gens absorbaient ça. Mais petit à petit, s'est établie une structure narrative. Puis c'était une bonne chose parce que, nous disait justement Sonia Lupien, parce que les gens avaient besoin de repères symboliques. C'était important pour le public. C'était le moment de la journée où toute la famille se réunissait devant la télé. Alors, donc, on a établi des balises, ou des balises se sont en quelque sorte établies d'elles-mêmes d'un district 13 heures à l'autre. Le trio, évidemment, toujours les mêmes. Les chiffres, bon, c'était ça, là, la chose la plus importante de la journée, là, combien il y a eu de nouvelles éclosions, etc. Le remerciement du jour. Puis là, on recevait plein de demandes pendant la journée. Les infirmières voulaient être remerciées, les professeurs et tout. Alors, tout le monde, les corps de la société, ils ont passé pour les remerciements. Puis là, quand les masques ont commencé, artisanaux, là, on s'est mis à recevoir des masques. Puis le premier ministre les portait, puis finalement remerciait la personne. Puis c'est devenu un élément intéressant là, de savoir que Gertrude de Saguenay avait conçu ce masque. La consigne du jour, on trouvait une consigne là, pour... parce que c'était beaucoup, dans le fond, le but était de mobiliser les gens pour suivre les consignes, évidemment, le message du jour, puis la réponse aux questions. Puis, à travers ces repères-là, s'est construit un grand narratif axé beaucoup sur la bataille d'une vie. Ça, c'est une citation, à un moment donné, que François Legault a lancée, là, puis ça a marqué les esprits, là, parce que là, il a donné une dimension très nationale à la gestion de la pandémie. Là. C'était une épreuve que la nation du Québec devait relever ensemble là, pour solidariser. Alors, il a joué beaucoup sur cette corde-là pour générer un effort collectif. L'idée étant, encore une fois, de mobiliser les gens pour le respect des consignes. C'était constamment ça, notre objectif, là, faire adhérer les gens aux consignes, parce que c'était des consignes difficiles. Alors, il fallait trouver... Notre meilleure arme, c'était les mots, les phrases, la rhétorique. Puis c'est François Legault qui était notre porteur du message principal. Et là, ça s'est mis à débouler. Évidemment, Dr Arruda s'est montré une bête de scène. Hein? C'est un personnage intriguant, exubérant, puis vous ne l'avez pas vu derrière les portes closes. Hein? Après, toutes les idées sont devenues bonnes. Là. On a fait appel, on a eu la possibilité d'avoir des compagnies de télécommunications, l'accès au téléphone pour laisser des messages aux différents segments de la population. Alors, on a fait appel aux personnalités connues des Québécois pour rassurer, laisser des messages vocaux sur les consignes. Du côté de la communauté anglophone, même Shea Weber a accepté.
les gens, les gens acceptaient d'emblée, évidemment, de participer à ça. L'appel, la mobilisation aux influenceurs a été un hit incroyable. Tout le monde s'est mis à tweeter ou à encourager pour la population à respecter les règles. On s'est dit, un coup parti, on va avoir des invités spéciaux pendant les conférences de presse. Alors, Pierre-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse sont venus partager la scène avec François Legault. Ensuite, Marc Bergevin avec Jonathan Drouin. Des idées aussi, les stunts étaient un moyen très efficace de capter l'attention des Québécois. Vous vous souvenez de cette petite fille qui a demandé au premier ministre d'autoriser la fée des dents, à Dr Arruda, à la santé publique, d'autoriser la fée des dents à pouvoir venir lui donner ou les lapins de Pâques. Puis là, on a atteint un niveau de délire en organisant une conférence de presse avec le Père Noël, Pierre Curzi. Puis les journalistes ont été remplacés par des enfants qui ont posé les différentes questions. Je vais aller vite sur le bilan médiatique. Pascal a abordé plusieurs des éléments. Donc, marathon de 115 conférences de presse que le premier ministre aura donné durant la seule année de 2020. Les 33 consécutives qui nous ont laissé exsangues à la fin de ces 33-là. Le record aurait dû être le 31, mais le 9 ou le 10 au soir, là, je ne me souviens plus, on a eu un appel du ministère de la Santé nous présentant la tragédie d'Enron. Donc, il était 10 heures, aux heures au minuit. Le lendemain matin, il a fallu sortir du lit le premier ministre un samedi matin, là, puis on l'a amené à l'Assemblée nationale pour rajouter des conférences de presse à son marathon. C'était nécessaire. C'était probablement une des conférences les plus fortes là, en termes de messages puis d'émotions, parce qu'on était mis devant un cas qui était un cas, même je dirais plus que tragique, qui était horrible. Et encore là, il insistait aussi pour faire ces conférences de presse-là, pour prendre la responsabilité de ce qui était arrivé, mais aussi rassurer les gens puis partager avec les gens leur émotion. Donc, Pascal a parlé de la comparaison avec la crise du verglas. Deux petits chiffres là, amusants. Pendant la première vague, le nombre d'abonnés sur le Facebook du premier ministre a augmenté de 600 %. Parmi les stunts de communication, on avait développé ce qu'on appelait les prêches du samedi. Donc, c'était un long texte que le premier ministre publiait sur ses réseaux sociaux où il souhaitait prendre un pas de recul puis un peu réfléchir sur la situation avec les gens. Donc, il ne voulait pas être dans la logique, là, voici aujourd'hui tel cas, voici la consigne, mais sortir un peu de la gestion quotidienne puis s'adresser à l'ensemble de la nation. Et autre chiffre, les codes d'écoute de District 13 heures, c'est évidemment des points de presse qui ont été suivis avec assiduité. Tout le monde se demandait comment ça allait influencer notre vie à tous les jours avec les nouvelles consignes. Donc, on parle de codes d'écoute entre 1,5 million et 2 millions d'auditeurs. Impact politique, on ne veut pas parler d'impact politique au sens où on est content de nous-mêmes, on a gagné des votes pour l'élection. C'est plutôt l'enjeu qu'on avait, puis pourquoi il fallait qu'on continue de penser en continuité politique pendant la crise. C'était le suivi puis le respect des consignes. Il y en allait de la vie des gens, il y en allait de la santé de la population. Donc, notre obsession, c'était de trouver je vais le dire avec un anglicisme, le sweet spot où on allait aller assez loin pour que les mesures soient fortes puis protègent la santé des gens, mais aussi pour que les gens veuillent adhérer à ces mesures-là. D'où toute cette panoplie là, de dispositifs de communication là, pour garder l'intérêt des gens puis continuer à leur communiquer puis que les gens aient envie d'embarquer dans ce projet collectif qui était d'assurer la santé de la population. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que la santé de la population, c'était surtout la santé des personnes âgées ou des gens qui avaient des conditions chroniques. Vous voyez, entre février 2020 puis mai 2020, le taux d'approbation du premier ministre
était très, très, très fort, ce qui nous a permis de passer à travers cette première vague-là. Et vous voyez, le déclin se passe à l'été. Qu'est-ce qui s'est passé à l'été? Premièrement, il n'y avait plus de cas. Et dans le milieu de l'été, en préparation de la deuxième vague qu'on voyait venir, on a imposé les masques obligatoires. Donc, il y a eu un premier grand décrochage dans la population à ce moment-là. Il y a une partie de la population qui s'est radicalisée, qui s'est mis à douter de l'existence ou de la nature de la crise, puis qui n'a pu souhaiter suivre les consignes. Rapidement, si on veut vous libérer. Donc, les points forts, c'est des rappels de ce qu'on a déjà dit. Ne pas avoir peur de dire la vérité, reculer quand on se trompe, offrir un point de repère en temps de crise, sortir des sentiers battus et prendre ses responsabilités. Puis, par exemple, dans le cas des préposés aux bénéficiaires suite à Enron. Donc ça, on pense que c'est ce que le gouvernement a bien fait durant la première crise. Évidemment, il n'a pas tout bien fait, puis on en est conscient. Donc, les points faibles, le danger d'être aussi présent dans les médias, c'est qu'il y a un effet de saturation. Les gens n'ont plus envie d'écouter les messages, ne veulent plus suivre les messages. Puis, rétrospectivement, on aurait dû décaler les conférences de presse un petit peu plus rapidement. Donc, elles sont passées de 7 par semaine, au dimanche de congé, au samedi de congé, à 3 par semaine, jusqu'à disparaître à la mi ou entre la mi et la fin juin. Mais c'est sûr que ça a créé un effet de saturation chez la population, puis les gens étaient écœurés de voir le premier ministre d'entendre parler de consignes. Puis plus l'été arrivait, bien, les gens avaient une envie, puis une envie très légitime, de sortir de la crise, de la mettre derrière eux. La multiplication des occasions d'erreur, plus tu parles, plus tu fais des erreurs. C'est logique, c'est inévitable. Donc, exposer des gens à un marathon quotidien de conférences de presse, dans le temps, ils deviennent fatigués puis ils se mettent à faire des erreurs. Des messages parfois incohérents. Vous vous rappelez les masques, là? Il fallait surtout pas en mettre. Il fallait en mettre. Il fallait qu'ils soient en coton. Il fallait pas qu'ils soient en coton. Il fallait pas se toucher le visage. Il fallait se toucher le visage. Ça a été une longue, longue saga, les masques. À l'étranger, on les mettait. Au Québec, on les mettait pas parce que c'était mieux. L'étranger se trompait. Finalement, l'étranger avait raison, mais il n'y avait pas de masque au Québec. Même nous, à l'intérieur de la cellule de crise, c'était très difficile de comprendre cette situation des masques-là. Il y en a eu plusieurs autres pendant la pandémie. Une relation ambiguë avec les médias. Évidemment, le travail des journalistes, c'est pas d'adhérer aux consignes du gouvernement. Le travail des journalistes, c'est de critiquer les consignes du gouvernement. Et dès le départ, ils se sont mis au service des messages du gouvernement. Ils souhaitaient, là, comme tout le monde, assurer la sécurité de la population, mais avec le temps, le naturel est revenu. Puis là, il s'est mis à avoir cette relation ambiguë, là, est-ce qu'on critique, est-ce qu'on critique pas, est-ce qu'on suit, est-ce qu'on suit pas. Donc ça, ça a été un enjeu, une difficulté qu'il y a eu pendant la crise. Puis finalement, bien, les médias auraient peut-être souhaité, rétrospectivement, retrouver un peu plus de liberté et d'indépendance plutôt que de suivre ou de véhiculer constamment les messages du gouvernement. Et dernier point faible, le passage de l'empathie à la réprimande. Je pense que la clé de la première vague, ça a été l'empathie du premier ministre envers la population, du Dr Horacio Arruda. Puis ça a permis de communiquer de manière différente que la communication gouvernementale habituelle, puis d'avoir ce réflexe de la fée des dents de Noël, mais à un moment donné, avec la fatigue de la population, avec la multiplication des gens qui refusaient de suivre les consignes, avec la compréhension à tort ou à raison que le gouvernement devait assurer coûte que coûte la sécurité de la population, mais aussi, à un moment donné, l'enjeu, c'est devenu assurer simplement le bon fonctionnement des hôpitaux. Donc, les 3 fois la pénurie de main-d'œuvre puis le retrait très massif du personnel de la santé des hôpitaux a mis l'équilibre du système de santé à mal. Puis 3 fois, là, on a passé proche de la ligne rouge, puis on ne sait pas ce qui serait arrivé. On a réussi, donc il fallait tout le temps maintenir, puis c'est passé de maintenir, d'inciter à un moment donné obligé. Puis là, vous vous souvenez, on est arrivé dans ces règles qui se multipliaient sans cesse, parce que l'idée, c'était toujours de trouver une espèce de compromis entre la liberté des gens, mais elles se sont multipliées à un tel point que plus personne n'était capable de suivre ou de les comprendre. Puis effectivement, ça, je pense qu'avec le temps, c'est quelque chose qui devra être réfléchi et ajusté pour préparer les futures crises. Donc, Pascal, je te laisse le mot de la fin. Bien, je préfère qu'on laisse ouvert les questions, là, étant donné qu'on a grugé plus de temps que ce qui nous avait été alloué. Donc voilà, alors merci beaucoup et à la prochaine. Et on était très heureux de vous avoir. Merci beaucoup. Merci, Benjamin.